Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. Et dans un instant, sur ce plateau, vous découvrirez l'enfance brisée d'Isabelle. À Carqueiranne, dans le Var, pendant 10 ans, alors qu'elle n'était qu'une fillette, elle a été victime de viol par un garçon de son entourage familial, un peu plus âgé qu'elle. Il va la forcer à insérer des objets dans son vagin ou lui imposer des pénétrations digitales. Un calvaire qu'elle a tué pendant des années, terrorisée par son violeur, avant de sortir du silence lorsqu'elle avait 25 ans. Mais à ce moment-là, c'est la double peine. Non seulement il est trop tard pour que son tortionnaire soit jugé, mais en plus, sa mère, à qui elle s'est confiée, ne la croit pas. Alors, Isabelle décide d'aller de l'avant. Elle se consacre à sa carrière professionnelle en décrochant un diplôme en docteur en mathématiques, puis en créant sa propre entreprise. Elle est aussi devenue maman, mais elle n'a jamais pu oublier son terrible passé. À Carqueiranne, dans le sud de la France, il fait bon vivre et c'est dans cette commune du Var que naît Isabelle. Avant-dernière de la fratrie, c'est une élève modèle, une petite fille adorable. Pourtant, derrière ce visage poupon se cache une grande souffrance, car depuis qu'elle a 4 ans, Isabelle est victime de viol perpétré par un garçon de son entourage familial un tout petit peu plus âgé qu'elle. Ce dernier la force à insérer des objets dans son vagin ou lui impose des pénétrations digitales. Jusqu'à ses 14 ans, elle va subir cette violence sexuelle à son domicile, mais aussi à l'extérieur. Ce n'est qu'à 25 ans qu'elle réussit à briser le silence, mais sa parole ne sera pas entendue. Alors, pour tenter de dépasser ces traumatismes, elle va se réfugier dans les études jusqu'à devenir docteur en mathématiques, puis chef d'entreprise. Une carrière exemplaire qui n'empêche pas, pour autant, Isabelle, de rester hantée par son passé et de souffrir. Des années plus tard, la mère de famille a décidé de révéler son terrible secret sur ce plateau. Avant d'accueillir Isabelle, retour sur cette enfance brisée par les viols à répétition. Nous sommes dans les années 50, à Carqueiranne, un petit village du Var, situé entre Hyères et Toulon. Dans cette station balnéaire, se niche une imposante bâtisse, barrée d'un grand portail. C'est ici que grandit Isabelle, avant-dernière d'une fratrie de 6 enfants. Malgré un père très occupé par le travail, la famille est unie et la vie est paisible dans le foyer. La petite fille est brillante à l'école et bien que menue, Isabelle est très douée pour les activités sportives. L'été, la famille voyage dans de beaux hôtels et les enfants ne manquent de rien. Pourtant, cet apparent bonheur va voler en éclats dès le plus jeune âge d'Isabelle. Car dès ses 4 ans, la petite fille va être victime d'attouchements et de viols de la part d'un garçon de son entourage un peu plus âgé qu'elle. Pendant 10 ans, dans le grenier, dans le lit, dans la cave, mais également à l'extérieur derrière un buisson, elle subira des sévices sexuels imposés par ce garçon qui la terrorise. Lorsqu'elle a 10 ans, Isabelle évoque un de ces douloureux épisodes dans une rédaction, en classe. Elle décrit ce fameux jeudi soir dans la cave obscure de la maison familiale. L'air y est glacial et elle va raconter cette bouteille de soda sur laquelle elle aurait été contrainte de s'asseoir. Ce soir-là, la nourrice qui était chargée de veiller sur les enfants découvre une tache de sang dans la culotte de la fillette. Cette nourrice aurait alors affirmé à Isabelle pétrifiée qu'elle allait en parler à sa mère. Mais visiblement, cette discussion n'aura jamais lieu. Et le calvaire de la petite Isabelle continue. Son enfance est marquée au fer rouge par les abus. Un soir, alors qu'Isabelle est désormais adolescente, ce garçon la rejoint dans son lit. Cette fois, elle réunit toutes ses forces pour lui demander d'arrêter. Mais il la menace
de révéler tous les actes dégradants et avilissants qu'elle aurait accepté de subir pendant toutes ces années. Alors, prise au piège, Isabelle est de nouveau violée. Jusqu'à ce qu'elle quitte le foyer familial, les sévices vont se répéter. Mais Isabelle se tait. Et elle tente de survivre en se réfugiant dans les mathématiques, une matière où elle excelle. Après l'obtention de son bac à 17 ans, elle décide d'entreprendre des études de maths physique à Nice. Elle devient docteur en mathématiques et enchaîne les postes prestigieux. Plus tard, Isabelle fonde même une famille et aura 2 enfants. En apparence, Isabelle a une vie de mère de famille et de femme d'affaires plus qu'accomplie. Pourtant, même si elle a échappé aux griffes de son violeur, son drame la poursuit au quotidien. Isabelle y pense tout le temps. Et elle fait même des cauchemars la nuit. Elle essaie d'oublier, mais elle ne peut nier les faits. Elle a été violée pendant de très longues années. Alors, Isabelle aura-t-elle la force de porter plainte? Et surtout, comment se reconstruire après tant de traumatismes? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé et de voir un peu les conséquences pour vous aujourd'hui, pour votre construction et pour la femme que vous êtes devenue. D'abord, un mot peut-être sur votre famille, parce que vous naissez dans une famille plutôt aimante. Oui, une famille aimante, oui, bien sûr, nombreuse, voilà, aisée. Et vous êtes la petite dernière? L'avant-dernière. L'avant-dernière de cette famille. Oui. On va dire tout de suite qu'on ne va pas dire précisément qui est la personne qui vous a violé à plusieurs reprises et pendant de très longues années, parce qu'il y a un procès en cours. Non. C'est bien ça? Enfin, il y a eu un procès. Il y a eu procès pour... Enfin, pas sur ce sujet-là, mais pour atteinte à la vie privée. Hein. Voilà, pour atteinte à la vie privée, donc vous ne souhaitez pas qu'on dise précisément oui. qui est cette personne. Voilà. On dit simplement que c'est quelqu'un de votre entourage familial, voilà. Clairement, et qui est un petit peu plus âgé que vous. Oui. Et c'est important parce que, en fait, les premiers viols vont commencer alors que vous n'avez que 4 ans. Peut-être, hein, dans ces eaux-là. Je ne sais pas exactement l'année ou quand c'est arrivé. Quel est le premier souvenir que vous avez? Ce sont des images que j'ai toujours eu quelques images de ce qui s'est passé. Donc là, celle que je date en premier, je suis une toute petite fille assise sur un lit, et puis voilà, il est là, et il écarte mes cuisses pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Voilà. Et puis il va introduire un stylo, rapidement. Ça, c'est la première fois? Oui, enfin en tout cas, non, c'est la première image que j'ai. La première image que vous avez? J'ai des images comme ça de ce qui s'est passé. Je vois les scènes en dehors, voilà. Je suis spectateur de la scène chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme ça arrive souvent dans ces cas-là, en fait, vous vous extrayez un peu de votre corps? Oui, enfin... Pour tenter de vous protéger, au fond. C'est pas moi qui décide de faire ça. Hein. J'ai appris plus tard, c'est un mécanisme naturel de survie, en fait, de protection. Hein. C'est le cerveau qui met en place cette dissociation pour pouvoir supporter ce qui se passe. Donc moi, ce qui s'est passé, après, justement, je ne me souviens pas tellement de ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Je vois des images, ou un petit film de ce qui se passe. Donc ça, sans lien avec, les unes avec les autres. Voilà. Oui, sans lien les unes avec les autres. Oui, en revanche, vous voyez qui est là? Ah bah oui. Ah oui, j'ai toujours su, bien sûr. Ah oui. Je n'ai pas eu d'amnésie post-traumatique, comme cela peut arriver. Donc je sais très bien ce qui se passe, je vois tout ça. Mais c'est comme si ce n'était pas moi. Voilà. Je me vois et je suis dissociée. Je n'éprouve aucune souffrance physique. Je n'ai aucun souvenir de la souffrance physique, plutôt que ce qu'il faut dire. Hein. Est-ce que vous avez des souvenirs, en revanche, de ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez imaginer, même un peu plus tard, parce que ça a duré 10 ans, donc il y a un moment où vous devenez plus consciente, je mets des guillemets à ça, surtout devant le docteur Clerget, mais voilà, où vous vous souvenez un peu plus peut-être quand même. Oui, bien sûr. Disons qu'au début, je ne sais pas trop ce que je pense. Je ne sais même pas ce qui se passe, en fait. Mais petit à petit, je me souviens surtout de la souffrance après les actes.
parce que je souffre tellement que je veux me faire du mal. Donc ça, je l'ai vécu. Je me fais du mal toute seule. C'est-à-dire, vous faites quoi? Je me suis découpé un jour un bout de la main, bien je m'arrachais tous mes cils sans arrêt. Je n'avais plus aucun cil et j'étais soignée parce que je perdais mes cils. Mais moi je savais très bien, dès qu'il y avait un cil qui poussait, je l'arrachais. Voilà, j'ai donc eu cette sensation qu'il fallait que je me fasse du mal. Voilà. Donc voilà, ça, je me souviens de ça. Docteur Clerget, un mot peut-être sur cette réaction de vouloir se faire du mal. Mais quand les choses nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. C'est-à-dire que c'est une façon aussi d'avoir la maîtrise sur son corps, justement. Et se faire du mal, c'est être soit l'identification à l'agresseur, soit être encore plus fort. C'est une façon aussi, effectivement, de tenter de maîtriser ce qu'on subit. On préfère être acteur que victime. Alors, Voilà. Isabelle nous raconte là les premières fois, en tout cas en souvenir, où ça s'est passé pour elle. On a dit qu'elle était jeune, elle avait 4, 5, 6 ans, de toute façon. Voilà. Après, ça n'a pas trop d'importance, hélas, à ce niveau-là. Mais ça veut dire que, je l'ai dit, vous n'avez que très peu d'écart vis-à-vis de la personne qui vous impose ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très jeune aussi. Oui. Docteur Clerget, comment on peut expliquer quelqu'un très jeune et ses idées? C'est vrai que c'est pas courant. Il faut reconnaître qu'en général, les agressions au sein des familles, c'est vrai qu'elles ne sont pas exceptionnelles, mais c'est souvent, quand c'est des garçons qui agressent, ou des préados, 11 ans, 12 ans. Alors, il y a la curiosité sexuelle avant 6 ans, mais des actes sexuels aussi précis, répétés, où finalement l'objet remplace le sexe, finalement, parce qu'il s'agit de ça, d'un petit garçon qui finalement a des relations sexuelles avec un objet en guise de sexe, qui les répète, c'est pas courant, heureusement d'ailleurs, et ça pose question. Bon, à la fois évidemment sur cet enfant, mais aussi sur l'entourage. C'est-à-dire quelle éducation est-ce que cet enfant a reçue? Je parle de l'agresseur là. Est-ce que lui-même a été victime? Est-ce qu'il a assisté à des choses? Et puis qu'est-ce qu'il a pu voir aussi, peut-être, parce qu'on peut imaginer d'être tombé sur certaines choses qui donnent ces idées-là, au fond. Effectivement, qu'il soit confronté à une sexualité adulte. Et puis, effectivement, quel milieu familial pour que ça passe comme ça inaperçu? Des actes répétés chez des jeunes enfants, alors que les adultes n'ont aucun soupçon ou n'interviennent pas. On sent qu'il y a quand même une responsabilité familiale évidente. Alors, Isabelle, je crois que votre papa était assez absent. Il avait une situation assez importante et prenante, donc il était là, puisqu'il travaillait essentiellement dans la villa, donc il avait un bureau dans la villa, mais il n'était pas en contact avec nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, il n'était pas en contact avec vous. Non. Votre maman était plus là? Ah, ma maman était là, oui, bien sûr, mais on était dans une très grande villa, il y avait une vingtaine de pièces, c'était quelque chose de très imposant, Mais vous, avec des employés de maison, enfin voilà, c'était... Vous, je suppose que quand vous avez été victime de ces agressions, votre comportement a dû changer un peu, votre comportement de petite fille. Rien. Ça, je ne sais pas. À part que je m'arrachais les cils, voilà, et qu'on m'a fait soigner pour ça pendant plusieurs fois, mais c'est tout ce dont je me souviens, ça, je ne sais pas. Moi, j'étais brillante, je travaillais, je me réfugiais dans les mathématiques, puisque de toute petite, j'ai adoré ça, c'était ma part de rêve. Donc, les mathématiques, ça me permettait de créer un monde, d'être dans un monde différent et de ne pas être en contact avec les autres. Voilà, donc ça, je sais. Je m'échappais des jeux familiaux pour aller faire des mathématiques. Voilà. Le temps passe, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans. Oui. Vous devenez une petite femme? Enfin, femme, je ne sais pas. Enfin, 11-12 ans, je pense qu'on peut dire. Une jeune fille, quoi. Une adolescente, quoi, en tout cas. À ce moment-là, vous avez des souvenirs plus précis de ce qui se passe? Ah non, je n'ai jamais que des flashs, comme ça, des images de ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que j'ai la force de lui dire d'arrêter, voilà. Vous aviez quel âge? Je pense dans les 13-14 ans, voilà, peut-être 13-14 ans. Et là, vous lui dites stop? J'ai dit, il faut arrêter, quoi. Ouais, il faut arrêter. Et là, il me menace de dire à maman ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et bon, ça paraît incroyable, mais... Mais effectivement, je me dis que voilà, je suis obligée de continuer, que je ne pourrais pas supporter qu'il le dise à maman, quoi. Voilà, c'est-à-dire que pour être très clair, en fait, il vous culpabilise en vous disant que tout ce qui s'est passé entre 4 et 13-14 ans, finalement, vous êtes complice et vous êtes coupable. Oui, oui. Et bien sûr, je le crois. Oui. Et vous vous taisez? Je pense que je n'ai pas le choix.
C'est insupportable d'aller affronter sa mère. Enfin, en tout cas, c'était pour moi insupportable de révéler ce qui avait été fait, quoi. Voilà. Quand on est ado, on a des amis, on a des copines, etc. Oui. À aucun moment, vous n'avez pu l'évoquer, en parler, l'aborder? Je l'ai écrit dans une rédaction, 2 rédactions j'ai écrit. Donc, à l'école? Oui, donc déjà, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose. Et puis, le passage dans la cave avec la bouteille, bon, comme vous l'avez cité, effectivement, je crois à ma nounou là, qui dit « je vais le dire à maman ». Donc, je suis contente. Je dis « bon, il va se passer quelque chose ». Le passage il ne se passe rien. Le passage dans la cave, c'est que vous avez 7-8 ans, c'est ça, on vous oblige? Je pense, puisque la rédaction, j'ai moins de 10 ans quand je l'écris, donc comme c'est antérieur... On vous oblige à vous asseoir sur une bouteille, oui. Vous saignez, et la nounou, en fait, va le voir. Oui, la culotte, oui. Et va dire quoi? Elle me dit, je vais le dire à maman, parce que c'est pas normal. Voilà, je dois avoir 9 ans peut-être. Ouais. Elle le dit à votre maman? Je ne sais pas, je n'ai pas eu de retour de tout ça. Je pense qu'elle l'a dit à ma mère. Et il ne se passe rien derrière, en tout cas? Non, il ne s'est rien passé. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous êtes une enfant, que vous êtes sous l'emprise d'un membre de la famille, c'est quand même... plus que d'être sous l'emprise de quelqu'un, c'est l'emprise d'un membre de la famille. Vous subissez des sévices là où, normalement, vous devriez trouver amour et protection. Donc, comprenez que vous êtes construit bizarrement, hein, et moi-même, j'étais bizarre, certainement. Voilà, c'est tout. Et donc, il ne se passe rien, et donc il faut rien dire. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais juste sur cette nounou, en fait, qui à un moment dit « je vais en parler oui. », est-ce que vous prenez ça avec frayeur ou en vous disant non, je suis contente. C'est peut-être une façon de m'en sortir? Je suis contente. Non, je suis très contente. Je suis soulagée. Ouais. Elle va en parler, je suis très contente. Ouais. Et puis voilà, comme il ne se passe rien, je pense qu'elle en a parlé, j'en sais rien, je ne sais pas. Voilà. Il y a ces rédactions également que vous avez fait à l'école. Oui. Qu'est-ce que vous avez écrit dans ces rédactions? Alors, donc ces rédactions, ces cahiers, on me les a rendus il y a une dizaine d'années, c'est tout. Et j'avais complètement oublié ce que j'avais écrit. Et dès qu'on m'a rendu ces rédactions, je suis allée chercher, parce que je savais que j'avais écrit. Ça, c'est marrant, parce que je savais qu'il y avait quelque chose, un passage. Donc j'ai cherché mes rédactions, et je les montrais à ma psy à l'époque, puisque j'avais entamé alors une thérapie, et pour lui demander, c'est ça? Et elle m'a dit, oui, Isabelle, c'est ça. Donc ma rédaction, je raconte, c'est pas clairement énoncé, pas du tout. Je raconte que je descends à la cave chercher une bouteille de Perrier. Voilà. Et là, la plus grande frayeur de ma vie, il y a l'air froid qui s'engouffre dans la lucarne, bon, voilà, et puis les clowns qui se moquent de moi autour de moi. Voilà. Et ces clowns-là, je les ai eus dans mes cauchemars pendant 50 ans. Hein. Vous voyez, c'est ça. Mais parce que en fait, dans mon comportement, voilà ce que vous me parliez de mon comportement, je ne sais pas si pour l'extérieur j'ai montré quelque chose, à part les cils bon. Mais par contre, moi, ça a été à partir de là, je ne sais pas, à 7-8 ans, les cauchemars et ne pas pouvoir m'endormir. Hein, ça, c'était comme ça. Je ne dormais pas. Hein. J'ai jamais dormi, de toute façon. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais dormi. Hein. Oui, il y avait 4 heures par nuit maximum. Oui. Parce qu'il y a une forme de frayeur, finalement? D'abord, la peur de s'endormir, oui, la peur qu'il se passe quelque chose en dormant. Et puis, quand vous vous endormez, vous êtes réveillé en sursaut parce que vous avez ces cauchemars qui reviennent tout le temps les mêmes. J'avais toujours les mêmes cauchemars qui revenaient. Voilà. Vous rêviez de quoi? Alors, j'avais... le plus fort, qui me faisait qui était terrible, c'était j'allais me réveiller. C'était au moment où je me réveille. Et mes paupières allaient se soulever. Et si mes paupières se soulevaient, alors je gardais mes yeux vraiment fermés, alors que j'étais presque en train de me réveiller. Si j'ouvrais mes paupières, je savais que j'allais mourir. Alors là, j'hurlais, et j'ai hurlé jusqu'à 55 ans. Ah oui. Voilà, oui. J'étais sûre qu'il ne fallait pas que j'ouvre mes yeux. Voilà, les paupières, les yeux, les cils, enfin, on voit que les choses se voient là. Il ne faut pas voir, quoi. Faut pas voir la vérité. Et manifestement, dans cette famille, on ne voyait pas la vérité. Parce qu'on parle de votre maman, au cas il y a des employés, etc. Mais manifestement, elle n'avait pas envie de savoir. On a l'impression que vous étiez peut-être sacrifié pour l'équilibre familial. Oui, c'est certain, oui. Le comportement de ce garçon, bon, je ne connais pas la personnalité de ce garçon, mais manifestement, il est le symptôme d'une problématique familiale. Je pense qu'il y a des choses derrière. Je pense qu'il doit y avoir des secrets de famille, des choses
pas claires, et malheureusement, vous avez été sacrifié sur l'autel de ces choses-là. Et puis c'est vrai que c'est une époque aussi où on n'imaginait pas, ces choses-là, où on ne se préoccupait pas. On se voilait la face. Je parle des professionnels, des enseignants ou autres, qui n'ont pas voulu voir ce que... En même temps, à la décharge des enseignants, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand Isabelle nous parle de sa rédaction et de ce qu'elle écrit, enfin, aujourd'hui, à la lecture de ce que vous nous dites, ça paraît clair. À l'époque, je pense que c'est un peu compliqué pour un enseignant de voir l'histoire, je descends dans la cave, il y a des courants d'air. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus charger les enseignants là-dessus. Non, mais c'est juste justement qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Voilà, donc, mais parce que je pense que c'est compliqué quand même à comprendre. Et aujourd'hui, par un psy et par votre histoire, c'est plus simple. À 25 ans, quand même, vous en parlez à votre mère? Oui. À 25 ans, oui, j'ai déjà été mariée, j'ai déjà divorcé. Parce que j'ai un petit garçon. Je précise que tout s'arrête en gros quand vous quittez la maison, c'est ça, à peu près? Non, c'est quand lui quitte la maison. Hein. C'est pas moi. Moi, je suis restée à Nice pour mes études. Lui est parti pour ses études ailleurs. Ouais. Donc ça s'est arrêté à ce moment-là. J'ai jamais eu la force de le faire arrêter, en fait. Donc ça s'est arrêté parce qu'il est parti, quoi. Et donc à 25 ans, qu'est-ce qui fait que ce jour-là, vous osez en parler? Donc d'abord, j'ai quitté la maison assez tôt, puisque je me suis mariée à 21 ans, et j'ai eu un enfant à 24 ans, un fils, et mon mari est parti à la naissance du gosse, de l'enfant. Et là, je pense que là, déjà, ce premier, ça a été... chaque fois que j'ai subi quelque chose dans ma vie, alors là, chaque fois, la douleur a été insupportable. Chaque fois, vous vivez la déchirure. Chaque fois, vous avez tout qui s'échappe de vos entrailles. C'est l'horreur, voilà. Donc, j'ai après été fâchée avec ma famille, parce que chaque fois je suis fâchée avec ma famille, chaque fois je reviens vers ma famille, hein, parce que ça c'était l'élastique. C'est vous qui revenez à chaque fois? Ouais, c'était l'élastique à chaque fois, hein, voilà. Donc ça c'est terrible, et vraiment l'élastique, hein, vous partez, paf, vous revenez, vous en prenez plein la figure quand vous revenez, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher, donc c'est comme ça. Donc je suis revenue, puisque voilà, c'est un traumatisme que je viens de subir, je suis seule, j'ai pas de situation, j'ai rien, et je me débrouille seule, hein, ils m'ont pas tendu la main, hein, quand même. Hein. Et donc là, je cherche l'amour quand même. Je cherche l'amour de ma mère. Ça, c'est comme ça. J'ai tout le temps cherché l'amour de ma mère. Et donc, j'essaie de lui parler. Et je lui dis, mais presque rien. Et elle m'écoute. Elle m'entend. Et aucune réaction. Rien. Je ne peux pas dire qu'elle ne m'a pas cru. Elle ne m'a pas dit, c'est pas vrai. Elle ne m'a rien dit. Voilà, c'est tout. Et ça sera toujours comme ça. Comme si elle savait, au fond. Oui, c'est ce que me dira la psy plus tard, parce que pour moi, c'était pas possible qu'elle sache, ma mère. Même s'il y avait eu les épisodes du sang dans la culotte, etc., je peux pas croire. Je peux pas croire que ma mère pouvait savoir et n'ait rien fait. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui encore? Bon, aujourd'hui, je préfère avoir oublié tout ça. Hein, les avoir oubliés, je les ai oubliés tous. Aujourd'hui, qu'elle ait su ou qu'elle n'ait pas su, ça m'est égal maintenant. Voilà. Disons qu'à l'époque, je ne pouvais pas... Ça aurait été trop dur, trop douloureux de penser que votre mère savait, c'est pas pensable. Ou mon père, bon, mais ça, je pense pas qu'il savait. Ça, je peux pas penser ça non plus. Voyez, voilà. Pardon, est-ce que votre mère a subi la même chose? Parce qu'il y aurait j'en sais rien, mais c'est pas mon problème. Hein. Non, mais c'est pas mon problème, non, je veux dire. On essaie de comprendre. Non, mais évidemment, oui, d'accord, mais moi, non, mais moi, ça, c'est pas mon problème. Oui. Ni le bourreau, ni les autres, je peux pas. Ça m'est égal. Comment on se reconstruit après ça? Parce que je suis surpris parce que vous avez une relation assez vite, hein, avec un homme, vous mariez assez vite. Oui. Juste d'un mot quand même, et vous me répondez avec les mots que vous souhaitez, mais je pense que c'est quand même compliqué d'avoir des relations sexuelles après quand on a vécu ça. Est-ce que ça a été compliqué? C'est pas forcé. Il y a plusieurs mécanismes. Soit vous ne pouvez plus entendre parler de ça, soit au contraire, vous êtes complètement... Il faut comprendre que vous êtes dissocié totalement. Votre corps, il ne vous appartient pas. Votre corps, vous n'en avez rien à faire. Donc moi, coucher ou pas coucher, ça m'était complètement égal. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais après, il y a d'autres formes de réaction, hein, bien sûr. Je suis pas tout le monde ne réagit de la même manière. C'est votre histoire qui nous intéresse. Voilà, mais moi, c'était pas un problème, hein, puisque vous vous sentez rien, vous avez complètement. Moi, ce que je trouve heureusement positif chez vous, c'est que vous avez eu oui, peut-être dans votre malheur, la chance de pouvoir effectivement échapper dans l'intelligence.
Vous aviez l'intelligence d'échapper dans les mathématiques parce que d'autres auraient pu... au contraire, moi j'ai vu des enfants qui ont une espèce d'inhibition psychique et qui ne peuvent plus rien apprendre. Oui. Vous êtes échappé dans le savoir, dans un domaine où il n'y a pas d'affect. Hein. Oui, voilà. On est loin du corps, loin du concret, on est dans l'abstrait total. Mais heureusement, ça a été effectivement les mathématiques et ça vous a permis de vous en sortir. Donc c'est une voie d'échappement heureuse. À plusieurs reprises dans la petite enfance. Et puis après mon premier divorce, je suis retournée à la fac. Donc mon doctorat, je ne l'ai pas obtenu chez mes parents. Hein. Mon doctorat, je l'ai entrepris après avoir été quittée par mon mari. Donc je me suis remise 4 ans plus tard. J'ai repris mes études parce que j'ai trouvé que c'était le seul moyen de m'en sortir. C'était ma part de rêve, hein, les mathématiques. Donc je me suis replongée là-dedans parce que j'avais besoin de briller, j'avais besoin d'être reconnue, j'avais besoin d'amour de toutes les façons. Et donc effectivement, j'étais douée pour les maths. Et donc, c'était un moyen de trouver de la reconnaissance. Quand à 25 ans, vous en parlez à votre mère, puis les années qui suivent, à aucun moment vous ne pensez porter plainte ? Non, honnêtement, non. D'abord, il y avait prescription, puisque c'était à l'époque 10 ans après les faits. Donc prescription, c'était à 24 ans, c'était tout prescrit. Mais les derniers faits, à 24 ans. Donc, les viols étaient prescrits. Hein. Mais malgré tout, je n'ai jamais pensé à ça. Hein. Voilà. Je n'ai jamais pensé à porter plainte. Alors, attendez. Déjà, quand vous subissez pendant 10 ans, vous avez accepté ça. Hein. Enfin, vous croyez que vous l'avez accepté, vous croyez que vous êtes dans ce mécanisme. Donc, vous vous sentez coupable. Vous avez honte. Donc, déjà, c'est clair. Et puis après, on parle de la famille. Allez dénoncer quelqu'un de la famille. Allez être, vous, responsable de détruire une famille qui est magnifique, une famille qui est superbe. Des beaux enfants, tous intelligents, de l'argent, tout ce dont on peut rêver. Comment voulez-vous porter ce poids-là ? Ça ne vous fait même pas l'esprit. Mais cette famille si belle que vous risquez de détruire, elle vous a un peu détruit. Ah, mais elle m'aimait, je croyais ça, moi. Moi, je croyais que c'était ça, l'amour. Attendez, quand vous êtes tout petit, l'amour... C'est bien votre famille qui vous le donne. Ben, c'est ça ce qu'on me donnait, moi. Voilà, c'était ça la forme d'amour qu'on me donnait. J'y retournais, je vous dis, je la cherchais. Voilà, c'est ça le mécanisme. Elle vous aimait, votre mère ? Ben, à sa manière, certainement, oui. À sa manière. Comme elle a pu, hein, je pense, j'en sais rien. Maître Florence Rouas, il faut dire un mot quand même sur la situation juridique, parce que ça a énormément évolué hein, depuis cette époque où c'était 10 ans après les derniers faits, donc ce qui veut dire que ça s'est terminé à 14 ans, donc c'est terminé quand elle avait 24 ans. Après 24 ans, elle ne pouvait plus porter plainte. Aujourd'hui, la loi a évolué. Oui, la loi a beaucoup évolué. D'abord, les délais de prescription générale ont été rallongés de 10 à 20 ans, et dans le cas de viol incestueux, depuis la loi d'août 2018, donc c'est assez récent, le délai de prescription est porté à 30 ans à compter de la majorité. Donc ça voudrait dire jusqu'à 48 ans en fait. Exactement, parce qu'en fait on a considéré, dans les débats, ce qui ressort, c'est qu'il y a toute une partie où la personne qui a été victime est un peu plongée dans une sorte d'amnésie. Et donc on lui laisse la possibilité de dénoncer les faits à compter de sa majorité, hein, et ceci pendant 30 ans. Mais si je comprends bien, Isabelle, de toute façon, avec cette loi-là, vous n'auriez pas voulu porter plainte. Il faut en être capable. Ouais. Porter plainte, il faut en être capable. Et ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc moi, je suis pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Voilà. Clairement, parce qu'on peut avoir, comme vous le dites, une amnésie post-traumatique qui peut durer, je ne sais pas, nombre d'années, 50 ans, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais aussi, c'est même pas ça, c'est être capable d'aller faire ça. Pour être capable, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, première fois, donc j'ai eu déjà un divorce, ça m'a quand même fragilisée. J'ai trouvé la force pour ce bébé de reprendre mes études, de me battre, et en mettant tout de côté. Chaque fois, j'ai tout mis de côté ce qui m'était arrivé. Bon, vous le faites une fois, vous le faites 2 fois. Je me suis remariée, j'ai refait un enfant 14 ans plus tard. Et au bout de 25 ans de mariage ou 27 ans de mariage, hop, ça s'écroule encore. Bon, je ne mets pas la responsabilité sur les autres, hein, parce que forcément, construite comme je l'étais, j'ai ma part aussi. Hein, donc, ce n'est pas ça le problème. Hein. Mais chaque fois que se passe un drame pareil, qu'est-ce qui se passe ? Je vous dis, tout s'écroule, tout s'écroule. Et vous essayez de recommencer, parce que j'ai toujours eu cette force de vie, je voulais me battre, j'ai toujours voulu, j'aime la vie, hein, donc j'ai toujours voulu vivre. Mais là,
J'avais quand même 57 ans, quoi. Ouais, où tout s'écroule encore une fois. Les enfants sont grands, il n'y a plus ce besoin de vivre pour élever mes enfants. Et vous faites face à ce que vous êtes, vous vous aimez pas, vous comprenez qu'en fait vous n'êtes jamais aimé, vous avez beau être brillante, tout, vous n'aimez pas, vous n'aimez plus rien. Donc là vous vous écroulez, je me suis écroulée quand même cette fois-là, enfin écroulée. J'ai eu encore un sursaut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrivé à écrire ma vie, hein, et puis j'ai entamé une thérapie. Voilà. Donc j'ai entamé et j'ai fait 8 ans de thérapie. Donc c'est ça, c'est tout ce mécanisme-là. Donc il a fallu tout ça pour que j'arrive un jour, comme ici, vous parler. Mais sinon, ce n'était pas pensable. Mais pourquoi en parler, en fait, au fond? Alors, pourquoi parler? Non, parce Oui, que bien vous sûr. m'avez dit la plainte, non, je veux pas, parce que ça aurait brisé ma famille, ça aurait brisé Ah non, tout mais à ça. l'époque, il y a 40 À l'époque, ans. non, bien sûr. Aujourd'hui, j'aurais pu porter plainte, mais je serais Mais capable. aujourd'hui, Oui. pourquoi vous Pourquoi acceptez d'en parler? Alors, pour 2 raisons. D'abord, j'ai écrit mon histoire. Je l'ai écrit il y a 8 ans maintenant, 7 ans, oui. Voilà. Donc, je l'ai publié en mon nom. Donc, déjà, ça a été un sacré chemin de faire ça. Donc, c'est pire que d'aller porter plainte. Je n'avais pas le mécanisme de la plainte. J'ai pris mon courage. J'ai écrit mon histoire. J'ai réfléchi pendant 6 mois avant de le publier en mon nom. Et je me suis dit, c'est ma vie. Pourquoi le raconter? Parce que c'est ma vie. D'accord? C'est ma vie. Et pendant toute ma vie, on m'a interdit d'en parler. On m'a fait avoir une autre personnalité, raconter « Non, tout est bien, tout est beau, tout est rose, Isabelle, elle est souriante, tout va bien, elle a une belle situation, elle a de beaux enfants, ils sont magnifiques. » Mais non, moi, ma vie, c'est pas ça. C'est ça, et puis c'est autre chose. Voilà. Donc, je dis, j'ai le droit de raconter ma vie. Pourquoi vous pouvez en parler, moi non. Mettons. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis pour l'imprescriptibilité. Voilà. Dernière question, Isabelle. Puis pour les autres, quand même. Bien sûr. Voilà. Non, mais je vous ai dit deux raisons. Pour moi, et puis pour les autres. Pour pas que ça se reproduise, ça se reproduira. Mais pour que les autres aient le courage de parler aussi. Libérer la parole. Et que et que les parents soient vigilants aussi. Oui, c'est ça, l'attirance des parents. Dernière question, Isabelle. Le sourire, c'est une arme, c'est une protection? Parce que je vous vois, vous êtes très souriante, vous nous racontez des choses terribles, et vous avez un sourire. C'est une façon de vous protéger? Je ne sais pas, c'est aussi la manière de vouloir être aimé, hein, une manière d'être aimé. Hein, le sourire, je pense que c'est ça, c'est aller vers les autres. Merci Isabelle. Merci. Merci d'avoir été avec nous et je rappelle que vous avez donc raconté votre histoire dans un livre qui s'appelle La poupée d'Archimède, dont on voit la couverture et qui est paru aux éditions Pays Rêvé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau.